Il y a 300 000 ans, la Terre ne ressemblait en rien au monde que nous connaissons aujourd'hui. La planète était plongée dans l'un des cycles les plus froids de son histoire récente, une époque dominée par la glace, le vent et la sécheresse. C'était le Pléistocène moyen, une période durant laquelle la nature oscillait entre l'expansion et le retrait des glaciers, entre la vie qui résistait et le froid qui avançait implacablement. À cette époque, la température mondiale était de plusieurs degrés inférieure à celle d'aujourd'hui, et les pôles s'étendaient jusqu'à des latitudes que nous considérons désormais comme tempérées. Pendant des millions d'années, la Terre avait alterné entre ères glaciaires et périodes interglaciaires, entraînées par un rythme cosmique dicté par l'orbite elliptique de la planète, l'inclinaison de son axe et la précession des équinoxes. Ces trois mouvements, connus sous le nom de cycle de Milankovitch, réglaient le pouls du climat terrestre. Lorsque l'orbite devenait plus excentrique et que l'axe s'inclinait moins, les hivers se prolongeaient et les étés étaient trop faibles pour faire fondre la neige accumulée. Ainsi, couche après couche, la glace s'étendait sur l'hémisphère nord, transformant des continents entiers. Les océans répondaient à cette danse de glace et de chaleur. En retenant d'énormes volumes d'eau sous forme de glaciers, le niveau de la mer baissait de plus de 100 mètres par rapport à celui d'aujourd'hui. Des îles, des archipels et des plateaux continentaux se retrouvaient à découvert, modifiant la circulation des courants marins. Les vents dominaient des régions entières, soulevant des tempêtes de poussière qui traversaient les continents. L'Afrique du Nord et l'Asie centrale étaient de vastes déserts pierreux. L'Amérique du Nord était couverte de toundras et de prairies dures, adaptées à des climats extrêmes. L'air était plus sec, l'atmosphère plus chargée de poussière, et le dioxyde de carbone se trouvait à des niveaux nettement inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Les nuits sans lune, le froid descendait en dessous de 30 degrés sous zéro dans les régions habitées par la mégafaune. C'était une planète qui respirait lentement, comme endormie sous un manteau de glace. La vie survivait dans des refuges, vallées, côtes et zones intertropicales où la chaleur persistait encore grâce aux courants océaniques. Le climat n'était pas uniforme. Tandis que le nord se figeait, dans la ceinture équatoriale s'épanouissaient forêts tropicales, savanes et marécages pleins de vie. Là, la chaleur et l'humidité nourrissaient une biodiversité exubérante. Des éléphants primitifs, des hippopotames et des oiseaux géants parcouraient les rivières d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, mais aux confins du Nord, le paysage était tout autre. Toundra infinie, steppes glacées et plaines recouvertes d'une couche de neige permanente. La ligne qui séparait la vie de la glace changeait constamment, comme si la Terre respirait entre deux glaciations. L'impact de ces cycles fut colossal. Les glaciers, en avançant et en se retirant, sculptèrent les montagnes, creusèrent les vallées et déplacèrent des millions de tonnes de roches. Chaque avancée charriait des sédiments qui, des siècles plus tard, formeraient les plaines fertiles où prospérerait l'agriculture humaine. La glace modela le monde, préparant le terrain pour les civilisations futures qui ne naîtraient que des centaines de millénaires plus tard. Ce climat extrême ne façonna pas seulement les paysages, mais aussi les créatures qui les habitaient. L'adaptation devint la loi la plus puissante de la nature. Pendant les périodes les plus froides, les déserts s'étendaient, les forêts reculaient et les grands mammifères migraient vers le sud à la recherche de nourriture. En Afrique, les changements climatiques intermittents influençaient directement l'évolution des hominidés. La sécheresse forçait les populations à se déplacer, à chasser en groupe, à mieux communiquer et à développer des stratégies de survie. Chaque oscillation du climat provoquait, sans le savoir, un saut évolutif. En ce sens, la glace fut à la fois une menace et un maître. Au cœur de l'Eurasie, les steppes glacées s'étendaient à perte de vue, interrompues seulement par des rivières gelées et des montagnes enneigées. En Amérique du Nord, l'air coupant descendait du nord comme une lame acérée, et pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, de vastes régions d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Océanie restaient tempérées, avec des cycles de pluie plus stables où la vie trouvait refuge. La planète entière formait une mosaïque de contrastes, froid extrême au pôle, chaleur humide à l'équateur et une étroite bande intermédiaire où les changements étaient constants. La Terre, il y a 300 000 ans, n'était pas un décor immobile, mais une machine vivante en perpétuelle transformation. Les volcans restaient actifs, les plaques tectoniques poussaient les chaînes de montagnes vers le ciel, et les océans régulaient le pouls du climat comme un cœur géant.
Depuis l'espace, la planète aurait semblé enveloppée de tons gris, blancs et bleus. Mais à sa surface, sous les tempêtes et les glaciers, la vie persistait. Mammifères, oiseaux et reptiles adaptés aux conditions extrêmes dominaient un monde encore bien éloigné de connaître l'être humain moderne, et tandis que le froid modelait les continents, les masses de glace croissaient sans répit. Dans les tropiques, les vents de mousson commençaient à changer, et les pluies façonnaient les premiers paysages que connaîtraient les ancêtres de l'Homo sapiens. Au nord, le rugissement de la glace en mouvement était constant, un son qui annonçait la transformation la plus profonde que la planète allait connaître dans son histoire récente. Les grands glaciers et le monde gelé. Lorsque le froid atteignit son apogée, le visage de la Terre changea à jamais. Du nord du Canada jusqu'au cœur de l'Europe, un mur blanc se dressait sur le monde. Les glaciers, c'étaient des corps colossaux de glace millénaires qui avançaient avec une lenteur inexorable, broyant les montagnes, engloutissant les forêts et redessinant des continents entiers. La lumière du soleil rebondissait sur leur surface comme sur un miroir sans fin, et l'air, si dense et si sec qu'il lacérait la peau, rendait chaque respiration un acte de résistance. En Amérique du Nord, ce que l'on appelait la calotte laurentidienne couvrait plus de 13 millions de kilomètres carrés, un territoire glacé s'étendant de l'Arctique jusqu'à l'actuel état de l'Iowa. Ces couches atteignaient 3000 mètres d'épaisseur et se déplaçaient lentement vers le sud, déchirant la roche et laissant derrière elles des vallées glaciaires qui, des siècles plus tard, deviendraient les grands lacs de l'autre côté de l'Atlantique. En Europe, le glacier phéno-scandinave s'épanchait de la Norvège et de la Suède jusqu'à l'Allemagne, la Pologne et les îles britanniques tout autour. La toundra et les steppes dominaient un paysage de silence et de givre. En Asie, une autre étendue gelée couvrait la Sibérie et une partie du nord de la Chine. Pendant ce temps, les Alpes, les Carpates et les Pyrénées abritèrent des glaciers de montagne qui descendaient comme des langues de glace jusqu'aux vallées. Là, le poids accumulé pendant des millénaires comprimait la terre avec une telle force qu'il en déformait le relief. Le son de la glace qui se brisait était si profond qu'on pouvait le sentir sous ses pieds, comme un tonnerre enfermé dans les entrailles de la planète. Les glaciers n'étaient pas des masses statiques. Ils respiraient, s'étendaient et se contractaient à chaque changement de l'inclinaison de la Terre pendant les hivers éternels. Ils grandissaient de plusieurs mètres par an, et lorsque le climat se réchauffait, ils reculaient lentement, libérant des torrents d'eau glaciaire qui creusaient rivières et canyons. Ces rivières étaient de véritables lames liquides, sculptant les roches avec la patience du temps. En se retirant, elles laissaient derrière elles des dépôts de gravier, de sables et de limons qui deviendraient les sols les plus fertiles de l'avenir. Le froid dominait la planète. Les vents polaires soufflaient sans relâche, soulevant de fines couches de poussière glacée qui recouvraient la terre d'une pellicule blanchâtre. Dans les régions les plus proches des glaciers, la température dépassait rarement les 10 degrés en dessous de zéro, même en été. Les jours étaient courts et la lumière faible. Les hivers, interminables. Les plantes luttaient pour survivre dans une brève période avant de mourir à nouveau sous la neige. La pression de la glace sur la croûte terrestre transformait également les mers. En concentrant tant d'eau dans les glaciers, les océans avaient reculé de centaines de kilomètres par rapport aux côtes actuelles. Là où se trouvent aujourd'hui des mers, il y avait alors des plaines gelées et des vallées ouvertes. Les courants océaniques se modifièrent, refroidissant les tropiques et altérant les régimes de pluie. Aux confins du monde gelé, de nouvelles terres émergeaient, reliant des continents que l'on aurait cru séparés depuis toujours. La vie s'adapta à ce nouveau règne. Dans les régions tempérées, les animaux migraient en suivant les limites de la glace. Dans les zones plus chaudes, la faune trouvait refuge et prospérait, à l'abri de l'avancée des glaciers. Mais même au cœur du froid, parmi les tempêtes de neige et le silence, existaient des signes de résistance. Des mousses, des lichens et des graminées poussaient sur les roches nues. Les caribous et les bisons parcouraient les toundras. Les loups et les ours des cavernes rôdaient aux abords des forêts gelées. À chaque avancée glaciaire, des écosystèmes entiers étaient anéantis, puis reconstruits. Les espèces qui survivaient le faisaient grâce à une ténacité silencieuse. Les troupeaux apprenaient des routes précises. Les oiseaux migraient avec une exactitude instinctive et les grands herbivores façonnaient la toundra de leurs pas constants.
La vie ne se rendait pas, elle se déplaçait. Ce mouvement perpétuel allait devenir la clé de la survie pour les millénaires à venir. La glace aussi renfermait des secrets dans ses couches internes, comprimées au fil des siècles, était conservée l'histoire du climat de la planète. Chaque bulle d'air emprisonnée dans la glace gardait un échantillon du passé atmosphérique, la concentration des gaz, la température et la composition chimique d'un monde qui ne connaissait pas encore le feu de l'homme. Cette archive naturelle que l'on étudie aujourd'hui en forant la glace profonde du Groenland ou de l'Antarctique est une mémoire vivante de la Terre. Au fil des millénaires, les glaciers continuèrent de s'étendre. Leur blancheur augmentait l'albédo de la planète, c'est-à-dire sa capacité à renvoyer la radiation solaire vers l'espace, ce qui refroidissait encore davantage le climat. C'était un cercle vicieux de glace, de vent et de silence. La Terre entrait dans une ère où le Soleil semblait perdre sa force, et les continents se transformaient en déserts glacés. Cependant, sous cette immensité blanche, quelque chose d'autre se préparait. Aux marges de la glace, là où les courants marins maintenaient encore la température, de nouvelles routes s'ouvraient. La baisse du niveau des mers révélait des territoires cachés, des corridors reliant des terres lointaines. C'est là que la vie trouverait des chemins inattendus et que les futurs voyageurs du genre humain découvriraient des passages vers d'autres mondes. Le niveau de la mer et les ponts terrestres. Tandis que les glaciers avançaient et que le froid dominait l'hémisphère nord, la mer reculait comme si elle obéissait à l'appel de la glace. Des millions de kilomètres cubes d'eau restaient emprisonnés dans les masses glaciaires et le niveau océanique baissait de plus de 120 mètres. Les côtes s'étendaient jusqu'à l'horizon et les mers peu profondes qui séparent aujourd'hui les continents étaient alors exposées comme d'immenses plaines couvertes de poussière et d'herbes. C'était une planète de côtes infinies où les océans se retiraient, dévoilant les secrets d'un monde submergé. Là où s'étend aujourd'hui la mer du Nord, émergeaient de vastes plaines connues sous le nom de Doggerland qui reliaient les îles britanniques à l'Europe continentale. D'énormes rivières serpentaient à travers ces basses terres, alimentées par la fonte des glaciers et enveloppées d'une brume constante. En Asie, la mer de Chine méridionale se rétrécissait jusqu'à former une seule masse terrestre avec les îles de Sumatra, Java et Bornéo. Cette région, connue sous le nom de Sundaland, devenait une savane tropicale où prospéraient éléphants, rhinocéros, tigres et plus tard les premiers humains modernes. Le recul des océans transforma la carte du monde. Au nord, la Sibérie se reliait à l'Alaska par un pont naturel de plus de 1500 km de largeur, la Beringie. C'était une terre de glace et d'herbe, parcourue par des troupeaux de mammouths et de bisons laineux où les vents glacés de l'Arctique soufflaient sans relâche. Ce corridor deviendrait, dans le futur, l'une des routes de migration les plus importantes de l'histoire humaine. Mais à cette époque, ce n'était qu'une extension de plus du monde sauvage, une porte ouverte entre des continents qui ne connaissaient pas encore de frontières. Plus au sud, d'autres chemins émergeaient de la mer. Entre l'Asie et l'Océanie, une série de plateformes continentales reliait ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée et l'Australie. Durant les périodes glaciaires les plus intenses, les eaux se retiraient suffisamment pour permettre le passage des animaux et, plus tard, des premiers groupes humains. Par ces routes, des espèces entières de mammifères traversèrent vers de nouveaux écosystèmes. La Terre semblait réunir les fragments de son propre corps, donnant forme à un réseau invisible de ponts naturels. L'Atlantique, lui aussi, montrait un visage différent. Sur les côtes de l'Afrique occidentale, les déserts s'étendaient bien au-delà des limites actuelles de l'océan. Les îles Canaries et le Cap-Vert faisaient partie d'un même bloc continental. En Amérique du Sud, le delta de l'Amazone se situait à des centaines de kilomètres de sa position actuelle, et l'embouchure du fleuve formait une plaine humide où cohabitaient caïmans, oiseaux géants et mammifères aujourd'hui disparus. Les océans reculaient, mais chaque retrait laissait des traces que le temps effaçait lentement. Ces ponts terrestres ne transformèrent pas seulement les paysages, mais aussi les destinées biologiques de la planète. La faune suivait ces nouveaux chemins. D'immenses mammouths, chameaux, bisons, ours et félins migraient d'un continent à l'autre, se dispersant et s'adaptant à de nouveaux climats, l'évolution s'accéléra. Ce qui, en temps normal, aurait pris des millénaires, se produisit en l'espace de quelques siècles. De nouvelles espèces apparurent, d'autres disparurent à jamais.
Dans cet échange constant, la vie se réinventait, façonnée par la géographie changeante. La mer, en se retirant, révéla également un réseau de grottes côtières, de canyons et de récifs demeurés cachés pendant des millénaires. Certaines de ces grottes, comme celles que l'on trouve aujourd'hui sous la Méditerranée ou la mer de Chine méridionale, conservent encore des stalactites et des empreintes fossilisées d'animaux qui y erraient lorsque la Terre était exposée. Ces empreintes sont des témoignages silencieux d'une époque où la frontière entre terre et mer était aussi incertaine que la ligne de l'horizon. La Terre d'il y a 300 000 ans était un organisme qui respirait à travers sa géographie. Chaque cycle glaciaire était une inspiration profonde, chaque dégel une lente expiration. La mer reculait puis remontait, effaçant des chemins et en créant de nouveaux. Ce va-et-vient façonnait les routes futures de la vie et déterminait le destin d'espèces entières. Ces ponts qui reliaient alors les continents seraient, dans l'avenir, les voies par lesquelles les humains modernes quitteraient l'Afrique pour peupler le reste du monde. Les échos de ce passé résonnent encore sous nos pieds. Dans les profondeurs de la mer Baltique, sur les plateaux des Caraïbes et dans le détroit de Bering, reposent les vestiges de ces anciens corridors. Certains se sont lentement enfoncés, d'autres ont disparu brutalement, engloutis par la montée des eaux à la fin des glaciations. Chacun fut une artère vitale dans l'expansion de la vie, un rappel que la planète n'a jamais été un décor immobile, mais un être vivant en perpétuelle transformation. Le vent continuait de souffler sur ces plaines nouvellement exposées. Faune mégalithique, les géants de l'époque. Le vent du Pléistocène soufflait sur une planète habitée par des colosses. Là où s'étendent aujourd'hui des prairies domestiquées, rugissaient autrefois des bêtes de proportions démesurées, façonnées par le froid, la pénurie et la nécessité de survivre. C'étaient les géants de l'âge de glace, des créatures qui défiaient l'imagination moderne et qui, par leur taille et leur puissance, régnaient sur les écosystèmes comme de véritables monarques naturels. Sur les plaines glacées d'Eurasie avançaient lentement les mammouths laineux appelés Mammuthus primigenius. Leur corps était recouvert d'une épaisse toison brun-rouille, et une couche de graisse dense les protégeait du froid extrême. Leurs défenses, longues et courbées comme des spirales d'ivoire, pouvaient mesurer plus de 4 mètres. Dans les toundras s'étendant de l'Espagne à la Sibérie, les mammouths marchaient en famille, suivant des routes migratoires qu'ils parcouraient année après année, traversant des rivières gelées et des vallées où la glace sculptait des statues de roches et de silence. Près d'eux, d'autres géants partageaient la domination du Nord, les rhinocéros laineux, Coelodonta antiquitatis, avec leur épais manteau brun et leurs cornes formidables qui leur servaient à écarter la neige pour découvrir l'herbe cachée dessous. Dans les forêts ouvertes de l'Europe centrale paissaient les mégacéros, des cerfs géants au bois pouvant atteindre 4 mètres d'envergure, de véritables couronnes vivantes, brillant sous le givre. Dans les ciels froids du nord volaient des nuées d'oiseaux migrateurs qui, chaque année, cherchaient refuge aux confins de la glace. Au sud, où le climat était plus clément, le spectacle était différent mais non moins prodigieux. En Amérique du Sud, le mégathérium, un paresseux terrestre pouvant atteindre 6 mètres de hauteur et peser jusqu'à 5 tonnes, se dressait sur ses pattes arrière pour abattre des branches entières d'arbres. Ses griffes, longues d'1 demi-mètre, pouvaient déchirer l'écorce ou le défendre contre les prédateurs. Dans les pampas argentines, les glyptodons, cousins géants des tatous, parcourèrent les plaines, protégés par des carapaces osseuses pesant plus d'1 tonne. Leur apparence rappelait celle d'un char naturel, presque invulnérable à toute menace. En Amérique du Nord, les prairies étaient dominées par des troupeaux de bisons anciens, bien plus grands que les modernes, et par des mastodontes, cousins éloignés des éléphants africains, qui préféraient les forêts humides et les marais où ils arrachaient des racines avec leur défense droite. En Afrique, le cœur chaud de la planète, la lignée des éléphants survivait sous des formes semblables à celles d'aujourd'hui, mais accompagnée d'espèces que l'on ne trouve plus que dans les fossiles. Hippopotames géants, buffles préhistoriques et lions encore plus grands que ceux de notre ère. En Australie, isolée par des mers peu profondes, prospérait une faune différente, aussi étrange que redoutable. Là vivaient les diprotodontes, marsupiaux de la taille d'un rhinocéros, et le procoptodon, un kangourou géant de 3 mètres de haut. Dans le ciel, des oiseaux géants comme le Genyornis survolèrent les plaines du continent, tandis que d'énormes reptiles régnaient sur les marais. Mais là où il y a des géants,
il y a aussi des chasseurs. Dans l'ombre des steppes glacées rôdait le redoutable tigre à dents de sabre, Smilodon fatalis, dont les crocs incurvés de plus de 20 cm étaient conçus pour transpercer le cou de ses proies. Sa musculature était compacte, puissante, et sa mâchoire, bien que limitée dans son ouverture, libérait une force mortelle. En Eurasie, son équivalent était le lion des cavernes, plus grand que le lion africain et doté d'une fourrure adaptée au froid. Ses prédateurs chassaient en groupe, encerclant de jeunes mammouths ou des bisons épuisés, attaquant avec une précision chirurgicale. À leur côté, le loup géant, ancêtre des loups actuels et scientifiquement nommé Canis dirus, parcourait les plaines en meute disciplinée. Sa taille et sa puissance lui permettaient d'abattre d'immenses proies, tandis que les hyènes préhistoriques se disputaient les restes dans un paysage où la faim était constante. La chaîne trophique était brutale mais équilibrée. Chaque mort nourrissait la vie et chaque hiver éliminait les faibles, assurant la survie des plus résistants. La mégafaune ne dominait pas seulement par sa force, mais aussi par son impact sur l'environnement. En se déplaçant, ces géants remuaient le sol, dispersaient les graines et fertilisaient la terre avec leur déjection. Ils étaient, sans le savoir, des ingénieurs écologiques, garants de l'équilibre de vastes écosystèmes. Leur existence façonnait la végétation, le climat local et la diversité des espèces plus petites. Sans eux, les paysages du Pléistocène n'auraient pas eu la même vitalité. Le monde des géants était un théâtre de colosses en mouvement. Des glaciers du Canada aux déserts africains, la vie avait trouvé des formes titanesques pour résister à la glace. Flore et écosystème. Le monde d'il y a 300 000 ans n'était pas seulement dominé par la glace et les géants, mais aussi par une végétation qui faisait preuve d'une étonnante ingéniosité pour résister à la rigueur du climat. Là où les glaciers n'avaient pas encore conquis la Terre, la planète respirait en verre. Les prairies, toundras, savanes et forêts s'étendaient comme un manteau varié, changeant de visage à chaque saison, façonnés par les vents et les températures extrêmes du Pléistocène. Dans l'hémisphère nord, le paysage formait une immense steppe glacée, connue sous le nom de steppe des mammouths. Elle s'étendait de l'Atlantique au Pacifique, une plaine continue d'herbes courtes, de joncs et d'arbustes résistants au froid. Ces plantes, petites mais abondantes, étaient la base alimentaire des grands herbivores qui erraient en Eurasie et en Amérique du Nord. Leurs racines profondes emmagasinaient l'énergie nécessaire pour survivre aux hivers les plus rudes, et leur croissance rapide durant les courts étés garantissait la nourriture avant l'arrivée de la neige. Dans l'hémisphère sud, les toundras cédaient la place aux forêts boréales dominées par les conifères, pins, sapins et mélèzes. Dans ces forêts, l'air sentait la résine et l'humidité. Les arbres y croissaient lentement, adaptés au manque de lumière et aux sols acides, formant des écosystèmes silencieux où survivaient petits mammifères, oiseaux et prédateurs solitaires. Les mousses tapissaient le sol, les branches accumulaient le givre, et les rivières, nourries par la fonte des glaces, coulaient comme des veines maintenant la terre en vie. Dans les régions tempérées d'Europe, d'Asie et d'Amérique, les saisons marquaient des contrastes plus prononcés. Les forêts mixtes, composées de chênes, de hêtres, de bouleaux et d'ormes, offraient un refuge aux cerfs géants, aux ours des cavernes et aux loups. En été, le feuillage formait des toits denses filtrant la lumière du soleil, et à l'automne, les arbres se dénudaient dans un spectacle de couleurs rougeâtres et dorées. Le sol se recouvrait de feuilles mortes, un tapis éphémère qui se renouvelait à chaque cycle. C'était le cœur végétal d'une planète en constante métamorphose. En Afrique, les paysages étaient radicalement différents. Là, la chaleur ne quittait jamais complètement la terre. De vastes savanes s'étendaient du Sahel jusqu'au sud du continent, tapissées d'acacias, de baobabs et de hautes graminées se balançant au vent. Parmi elles circulèrent des troupeaux d'éléphants primitifs, de zèbres anciens, d'antilopes et de lions. Les pluies saisonnières réglaient le rythme de la vie. Pendant des mois, les nuages déversaient leurs eaux sur les plaines, alimentant les rivières serpentant parmi les herbes, puis le soleil ardent asséchait le sol et les animaux migraient à la recherche d'eau. Dans les tropiques, l'humidité façonnait de forêts denses où la végétation s'élevait comme un mur vert. Lianes, palmiers, fougères géantes et orchidées couvraient chaque centimètre de terre. La compétition pour la lumière était féroce.
les cimes formaient un plafond d'ombre où le sol voyait à peine le soleil. C'était un écosystème sonore. Insectes, oiseaux, singes et reptiles composaient une symphonie ancestrale. Là, le temps semblait suspendu. En Amérique du Sud, les conditions étaient similaires. L'Amazonie, encore plus vaste qu'aujourd'hui, recouvrait des zones qui sont désormais savanes ou déserts. La forêt amazonienne du Pléistocène était un océan végétal, respirant à chaque aube, foyer de paresseux géants, de tapirs et de jaguars préhistoriques. Plus au sud, dans les pampas et les Andes, la végétation devenait plus austère, herbes dures, arbustes épineux et broussailles capables de résister aux vents glacés et aux sécheresses prolongées. En Océanie, la flore formait un monde à part. Les forêts d'eucalyptus recouvraient l'Australie, tandis qu'en Nouvelle-Guinée prospéraient des forêts tropicales peuplées d'oiseaux paradisiaques. Là, l'isolement avait donné naissance à des écosystèmes uniques, où les plantes évoluaient sans l'influence des grands mammifères du Nord. Les arbres stockaient l'eau dans leurs troncs pour survivre aux incendies naturels, et les graines avaient développé avec le temps une résistance exceptionnelle à la chaleur. Les déserts, bien que limités, existaient aussi. En Asie centrale, le Gobi et d'autres régions arides montraient déjà leur caractère extrême. En Afrique du Nord, le Sahara n'était pas encore la mer de sable que nous connaissons, mais un mélange de savanes, de lacs et de rivières saisonnières. Les paléobotanistes ont trouvé des traces de pollen révélant un Sahara vert où poussaient palmiers et prairies, et où des troupeaux d'herbivores cohabitaient avec de vieux chasseurs humains. Chaque biome de la planète respirait au rythme des glaciers. Lorsque la glace avançait, les forêts se repliaient vers l'équateur. Lorsque la chaleur revenait, la végétation s'étendait à nouveau vers le nord. C'était un cycle constant de contraction et d'expansion, un véritable battement planétaire. La flore s'adaptait avec patience. Certaines espèces évoluaient, d'autres disparaissaient. Les graines voyageaient avec le vent ou dans l'intestin des animaux, colonisant de nouvelles terres libérées par la glace. Dans cet équilibre fragile entre froid et vie, la planète se préparait à un changement encore plus profond, car parmi les ombres des savanes africaines, une espèce commençait à dépendre du feu pour survivre. L'origine et l'apparition de Homo sapiens. Au cœur du continent africain, là où la savane se fonde avec les forêts tropicales et où les rivières serpentent sous un soleil implacable, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Il y a 300 000 ans, tandis que la glace dominait le nord et que les glaciers transformèrent la planète, en Afrique émergeait une nouvelle forme de vie. Une créature marchant debout, pensant à deux mains et regardant le feu avec étonnement, c'était le début de Homo sapiens. Les vents du Pléistocène soufflaient également sur l'Afrique, mais le climat y était différent. Là, les changements étaient rythmés. Saison des pluies, sécheresse prolongée, alternance qui façonnait le comportement des animaux et des premiers humains. Dans cet environnement instable, où les rivières se desséchaient puis renaissaient cycliquement, l'adaptation était la clé de la survie. Les ancêtres de l'homme moderne avaient appris à se déplacer, à explorer et à chasser en coopération, perfectionnant chaque geste qui garantissait leur existence. Les fossiles les plus anciens connus d'Homo sapiens proviennent de Jebel Irhoud, au Maroc, et datent d'environ 300 000 ans. Ces premiers humains possédaient déjà une anatomie reconnaissable comme moderne, un crâne arrondi, un front haut et un visage plus délicat que celui de leurs prédécesseurs. Mais ce qui importait encore davantage, c'était leur esprit, une capacité croissante à imaginer, planifier et communiquer. La pensée symbolique commençait à se former, bien que l'art et l'écriture n'existaient pas encore. La vie était dure et brève. Les communautés humaines vivaient en petits groupes de 20 à 50 individus. Ils étaient chasseurs-cueilleurs, dépendants du mouvement constant pour survivre. Chaque membre du groupe avait un rôle. Les plus jeunes suivaient les traces, les femmes récoltaient fruits et racines, et les hommes, coordonnés, poursuivaient antilopes, gazelles et zèbres. La coopération était essentielle, non par compassion, mais par nécessité. Dans un environnement si changeant, la solitude équivalait à la mort. Leurs outils étaient simples, mais efficaces. Ils taillaient la pierre avec précision, frappant une pierre contre l'autre pour obtenir des tranchants capables de couper la viande ou de gratter les peaux. Les haches à main, les lames et les pointes de lance faisaient partie du répertoire de base du complexe moustérien africain, un style hérité de l'Homo heidelbergensis mais perfectionné par le nouvel humain.
La culture matérielle était encore rudimentaire, mais derrière chaque pierre taillée se cachait une intention: transformer l'environnement pour le maîtriser. Le feu était déjà un compagnon habituel. Il l'allumait en frappant le silex contre la pyrite ou en conservant des braises dans des troncs secs autour du feu. Ils se réunissaient le soir, non seulement pour cuisiner ou se protéger des prédateurs, mais aussi pour communiquer. La voix humaine commençait à articuler des sons plus complexes. Les gestes étaient accompagnés de mots. Là, sous la lumière vacillante du feu, se formait le langage, le lien invisible unissant les hommes autour d'un objectif commun. Les premiers sapiens ne construisaient ni maisons ni villages, ils se réfugiaient dans des grottes ou des abris naturels pendant la saison des pluies et migraient avec les troupeaux lorsque l'eau se faisait rare. Leurs traces, dispersées en Afrique orientale et septentrionale, témoignent d'une vie nomade et intense. Ils suivaient le cours des rivières, connaissaient les plantes comestibles, reconnaissaient les étoiles. Chaque membre du groupe détenait un savoir transmis oralement, une mémoire collective renouvelée à chaque génération. Le corps humain s'était adapté à la chaleur africaine, peau foncée pour se protéger du soleil, transpiration abondante pour réguler la température, endurance physique pour parcourir de longues distances. La biologie accompagnait l'intelligence. Ils pouvaient chasser non par force mais par résistance, de longues poursuites épuisant la proie sous le soleil jusqu'à ce qu'elle s'effondre de fatigue. C'était la stratégie d'un prédateur patient et conscient. Le paysage de cette Afrique était un mélange de savanes et de forêts intermittentes. Lions, éléphants, rhinocéros, hyènes et léopards partageaient le territoire avec les premiers humains. Dans les lacs et rivières, abondance d'hippopotames et de crocodiles. Les nuits étaient bruyantes, remplies de rugissements et de cris, et les hommes, enveloppés de peau, observaient la lueur des yeux des bêtes dans l'obscurité. La nature les surpassait en tout, sauf en une chose, leur esprit. Au fil des millénaires, les groupes humains se dispersèrent sur le continent. À l'est de l'Afrique surgissaient des communautés spécialisées dans la chasse au buffle et à la gazelle. Au sud, des groupes récoltaient coquillages et racines. Au nord, là où les déserts étaient encore verts, les chasseurs apprenaient à suivre les migrations saisonnières des grands herbivores. Les différences géographiques donnèrent naissance à des variations culturelles et génétiques, mais l'espèce restait unique. Homo sapiens, l'homme qui pense. Les preuves génétiques actuelles montrent qu'à cette époque, la diversité humaine était déjà importante. Certains groupes restèrent isolés pendant des milliers d'années, d'autres maintenaient un contact par des routes migratoires. Il n'existait pas encore de civilisation, mais un réseau de populations partageait outils, techniques et comportements. Dans les grottes d'Afrique du Sud, les archéologues ont trouvé des fragments d'ocre et des coquillages perforés, probablement utilisés comme ornements ou symboles. Pour la première fois, une idée révolutionnaire apparaissait, l'identité. Ces premiers humains ignoraient qu'ils inauguraient une histoire qui changerait la planète. Leur lutte quotidienne n'était pas pour le pouvoir ou la connaissance, mais pour survivre un jour de plus. Pourtant, chaque découverte, une lance mieux taillée, un feu plus durable ou un groupe social plus uni, représentait un pas vers la suprématie. La rencontre avec d'autres humains, néandertaliens, denisoviens et plus encore. Alors que l'Homo sapiens parcourait les savanes africaines, d'autres êtres humains peuplaient différentes régions du monde. Ils n'étaient ni leurs descendants ni leurs ennemis, mais des parents éloignés ayant évolué en parallèle, s'adaptant à des climats, des montagnes et des glaces inconnues du futur homme moderne. Il y a 300 000 ans, l'humanité n'était pas une seule espèce, mais un mosaïque de lignées partageant un même instinct, survivre. En Europe et à l'ouest de l'Asie vivaient les Homo neanderthalensis, communément appelés néandertaliens, une humanité robuste et résistante ayant appris à prospérer dans les conditions les plus rigoureuses du nord glaciaire. Leur corps était compact, avec des membres courts et une musculature puissante, conçue pour conserver la chaleur. Leur visage, large avec un nez proéminent, leur permettait de réchauffer l'air glacé avant qu'il n'atteigne les poumons. Ils n'étaient pas des bêtes primitives, mais de véritables maîtres de l'adaptation. Dans les grottes d'Espagne, de France, d'Allemagne et du Caucase, leurs traces révèlent une maîtrise absolue du feu, de la chasse et de la pierre. Les Néandertaliens fabriquaient des outils complexes, haches, lames et lances de jet taillées avec précision.
Ils vivaient en groupes familiaux, enterraient leurs morts et parfois décoraient leur corps avec des pigments naturels. Leurs refuges en grottes montrent des foyers, des poses étendues et des os disposés selon un ordre presque rituel. Dans un monde sans langage écrit, ils avaient appris à penser symboliquement. Leur intelligence était différente, pratique, silencieuse mais profonde. À l'est, dans les montagnes de Sibérie et d'Asie centrale, existait un autre groupe humain à peine connu jusqu'à récemment, les Denisoviens. Il ne reste d'eux que des fragments d'os et quelques dents découverts dans la grotte de Denisova, dans le massif de l'Altaï. Mais leur héritage génétique révèle qu'ils constituaient une branche puissante, capable de s'adapter aux grandes altitudes et aux températures extrêmes. Les études modernes montrent que leur ADN subsiste encore chez des populations actuelles d'Asie, du Sud-Est, d'Océanie et d'Amérique, ce qui indique qu'ils ont eu des contacts et une descendance avec l'Homo sapiens. Dans l'archipel indonésien vivait une autre espèce, l'Homo floresiensis, surnommé le Hobbit, en raison de sa petite taille. Il mesurait un peu plus d'1 mètre, possédait un cerveau réduit, mais fabriquait des outils et chassait de petits animaux. Son existence démontre que l'évolution humaine n'a pas été une ligne droite, mais un réseau de chemins qui se croisaient et s'éteignaient. Chaque espèce représentait une réponse différente aux défis de l'environnement. Certaines devenaient fortes, d'autres ingénieuses, d'autres résistantes. Pendant des millénaires, les humains modernes sont restés confinés à l'Afrique orientale, tandis que leurs parents occupaient l'Eurasie. Mais le climat changeant, les sécheresses et la recherche de nourriture les poussèrent vers le nord. À un moment compris entre 200 000 et 100 000 ans avant notre ère, commencèrent les premières migrations hors du continent. Suivant les corridors verts du Nil ou les côtes de la mer Rouge, de petits groupes d'Homo sapiens traversèrent vers le Levant et le sud de l'Asie. Le premier contact avec les Néandertaliens fut inévitable. Personne ne sait s'il s'agissait de guerre, de curiosité ou d'une simple coexistence, mais cette rencontre changea à jamais l'histoire biologique de la planète. Là où les deux espèces se croisèrent, naquirent des descendants hybrides. Les preuves génétiques actuelles révèlent que tous les humains non africains portent dans leur ADN un petit pourcentage d'héritage néandertalien. Ce fut une fusion silencieuse, une union qui mélangea non seulement les gènes, mais aussi les techniques, les coutumes et peut-être les langages primitifs. Les relations entre espèces n'étaient pas toujours pacifiques. Les ressources étaient rares, les hivers cruels et la compétition pour les proies et les refuges constante. Cependant, les preuves archéologiques montrent plus de coopération que de conflits. Dans des régions comme le Moyen-Orient, les sites présentent des traces d'échanges, outils similaires, usages partagés de pigments et possibles imitations culturelles. L'homme moderne a pris autant du néandertalien qu'il le dépassa. Les Denisoviens, pour leur part, conservèrent leur territoire à l'est. Leur héritage génétique suggère qu'ils se croisèrent également avec les sapiens arrivés en Asie du Sud-Est. Certains de leurs descendants s'adaptèrent aux grandes altitudes, un héritage encore présent chez les populations tibétaines actuelles. De ces rencontres dispersées naquit une humanité mélangée, hybride, diverse dès ses origines. Ce ne fut pas une conquête, mais une fusion. Le monde des humains archaïques était plein de nuances. Au nord, les Néandertaliens chassaient bisons et mammouths en groupes organisés. Dans les grottes du sud de l'Europe, ils laissaient pigments et ornements rudimentaires. En Asie, les Denisoviens marchaient sous les montagnes glacées. En Indonésie, les petits florésiens allumaient des feux près des rivières. Et en Afrique, les sapiens perfectionnaient leur langage, leur coopération et leur imagination. La planète était un laboratoire de l'évolution humaine, une coexistence fragile avant un dénouement inévitable. Au fil des millénaires, les sapiens s'étendirent, remplaçant progressivement les autres espèces. Ils ne le firent pas immédiatement, ni nécessairement par la guerre. Leur avantage résidait dans la pensée abstraite, l'organisation sociale et la communication complexe qui les rendaient plus adaptables. Là où les glaciers reculaient, ils avançaient. Là où le froid sévissait, ils apprenaient à utiliser des peaux. Leur curiosité n'avait pas de limite, et leur feu éclairait des territoires où aucune autre espèce humaine n'avait survécu. Une à une, les autres humanités disparurent. Les Néandertaliens furent les derniers à résister, s'éteignant il y a environ 40 000 ans, bien après ce premier contact. Leur héritage, cependant, resta inscrit dans la génétique et dans la mémoire fossile de la planète.
Les Denisoviens, plus discrets, disparurent encore avant. Se fondant dans la lignée humaine moderne, l'Homo floresiensis s'éteignit sur son île, isolé et inconscient du monde extérieur. Quand la poussière de ces airs se posa, il ne restait qu'une seule espèce humaine debout, l'Homo sapiens, héritier de toutes les autres. Mais cette suprématie n'était pas encore absolue. Le monde restait rempli de menaces, et l'intelligence, bien que puissante, ne suffisait pas à survivre. La technologie devait progresser, et avec elle, la maîtrise de l'environnement. Outils en pierre. Technologie primitive mais efficace. Bien avant les villes, le métal et le langage écrit, il y eut un son qui changea le destin de l'humanité. Le coup sec d'une pierre contre une autre. Dans cet écho, répété des milliers de fois sous les cieux africains et dans les grottes européennes, naquit la première forme de technologie. L'homme avait découvert qu'il pouvait façonner le monde avec ses mains, et la pierre devint sa mémoire. Les outils du Pléistocène n'étaient pas de grossières improvisations, ils résultaient d'une observation précise et d'une patience ancestrale. Depuis plus d'1 million d'années, les hominidés taillèrent la pierre, mais c'est avec l'Homo sapiens que le processus atteignit une nouvelle sophistication. L'être humain ne dépendait plus du hasard du coup. Il savait où frapper, comment fracturer, comment diriger la force. Dans ce savoir rudimentaire résidaient science, géométrie et intention. Créer les premiers outils des sapiens faisait partie de ce que les archéologues appellent la culture lithique du paléolithique moyen et supérieur. Les hommes et les femmes du Pléistocène savaient sélectionner les roches appropriées, silex, obsidienne, quartzite, basalte ou pierre à feu. Ils les recueillaient dans les lits des rivières ou au bord des falaises et commençaient le rituel de taille. Avec une pierre plus dure, plus tard appelée par les chercheurs percuteurs, ils frappèrent le noyau pour détacher des éclats fins, créant des bords tranchants capables de couper la peau, la viande ou le bois. De ces éclats naissaient des lames, grattoirs, pointes de lance et poinçons. Certaines étaient si petites et symétriques qu'elles semblent modernes. D'autres, grandes et lourdes, servaient à découper les animaux ou à broyer les os. Les sapiens comprirent rapidement qu'un outil bien fabriqué ne facilitait pas seulement la vie, il la sauvait. L'efficacité de la coupe signifiait plus de viande, moins d'efforts et une plus grande résistance face à l'hiver. Mais la pierre n'était pas seulement taillée, elle était pensée. Chaque outil résultait d'une idée préalable, d'une forme imaginée avant d'exister. Cette capacité de planification mentale qui consistait à concevoir un objet avant de l'avoir en main fut l'un des plus grands sauts cognitifs de l'histoire. L'esprit humain avait appris à visualiser l'avenir. Pour la première fois, l'intelligence devenait tangible. La variété des instruments croissait à chaque génération, les pointes de projectiles, créées pour les lances de jet, représentaient une révolution. Elles permettaient de chasser à distance, réduisant le risque face aux proies énormes. Puis, les éclats fins et retouchés servaient à fabriquer des vêtements. Avec eux, ils raclaient les peaux animales jusqu'à les rendre souples et flexibles. Les vestiges archéologiques d'Afrique du Sud et d'Europe montrent des ateliers primitifs où les humains passaient des heures à façonner la pierre, comme des artistes ou ingénieurs anonymes. Avec la pierre, l'humanité commença à maîtriser d'autres matériaux. Le bois, façonné au feu, devint manche, lance ou bâton. Les os et les cornes se transformèrent en aiguilles, harpons et crochets. Le feu durcissait leur surface, augmentant leur résistance. C'était une époque sans métal, mais la créativité suppléait à toute carence. Chaque découverte était partagée dans le groupe, transmise par enseignement direct. Main sur main, regard sur regard, savoir oral passant des anciens aux jeunes. La tradition technologique naquit autour du feu. En Europe et en Asie, les Néandertaliens avaient développé des outils similaires, mais le sapiens introduisit un concept nouveau, l'efficacité en série. Il savait fabriquer plusieurs pièces identiques avec la même technique, un premier indice de pensée standardisé. Ces instruments pouvaient se démonter, se réparer ou se réaffûter facilement. Dans ce détail se trouvait le germe de l'ingénierie. Les outils ne servaient pas uniquement à chasser. Avec eux, on traitait les fibres végétales, on creusait les racines, on coupait des branches pour construire des abris. Dans les sites archéologiques d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, on a retrouvé des fragments de pigments minéraux mélangés à de la graisse animale, broyés avec des pierres plates, les premières palettes de couleurs de l'humanité. Elles servaient peut-être à décorer corps ou armes,
peut-être pour des rituels. L'homme avait appris à transformer la matière non seulement par nécessité, mais aussi par expression. Dans les zones dominées par la glace, la technologie était encore plus ingénieuse. Les humains du Nord taillaient des lames fines pour couper la viande congelée ou des grattoirs courbes pour travailler les peaux durcies par le froid. Ils apprirent à fabriquer des aiguilles en os pour coudre des vêtements avec des fibres de tendons. Dans les régions côtières, ils développèrent hameçons et harpons pour la pêche. Chaque invention naissait de l'observation directe de l'environnement, un arbre, une pierre, une proie. La planète était leur maître. La maîtrise du feu complétait cette révolution. Les outils en pierre et le feu se complétaient dans une danse parfaite. L'un coupait, l'autre façonnait. En chauffant la pierre, les humains découvrirent qu'elle pouvait se fracturer avec plus de précision. En chauffant le bois, qu'il pouvait se durcir. Les aliments cuits devenaient plus digestes, les nuits plus sûres, les communautés plus unies. La technologie avait donné à l'homme le pouvoir sur le temps et sur la faim. Mais toutes les pierres n'étaient pas destinées à la survie. Certaines étaient différentes, polies, symétriques, belles. Elles ne servaient peut-être pas à chasser, mais à montrer adresse ou statut. Elles contiennent la racine de l'art et du symbole, une étincelle de vanité, de fierté, d'identité. L'humanité ne fabriquait plus seulement des outils, elle créait du sens. Chasse et survie. Dans le monde glacial du Pléistocène, la vie dépendait de la chasse. Il n'y avait ni agriculture ni élevage et les hivers étaient si longs que seule la viande garantissait la survie. Pour l'Homo sapiens, chaque aube était un défi, chasser ou mourir. Sur ces plaines ouvertes et hostiles, l'homme perfectionna son ingéniosité, sa coordination et son courage. La chasse n'était pas seulement un acte de force, mais une science d'observation, de patience et de coopération. Les proies étaient énormes, mammouths, bisons, rennes, antilopes, mégataires et chevaux sauvages dominaient les paysages. Aucun humain ne pouvait les affronter seul. Les communautés s'organisaient en groupes de chasse, chaque membre ayant un rôle défini, explorateur, pisteur, lanceur et conducteur. La connaissance du terrain était vitale. Les chasseurs savaient lire les traces fraîches, distinguer le pas d'un animal fatigué de celui d'un animal sain, suivre la piste pendant des jours et anticiper le comportement des proies. C'était une intelligence pratique, affinée par des générations d'observation. La chasse coopérative fut l'une des plus grandes forces de l'homme. Alors que les félins dépendaient du silence et de la force, les humains misaient sur la stratégie. Sur les plaines ouvertes, ils utilisaient le terrain pour coincer les proies. Falaises, rivières ou vallées étroites servaient de pièges naturels. Certains groupes allumaient des feux derrière les animaux pour les guider vers des embuscades. D'autres creusaient des fosses ou des palissades primitives. La communication était essentielle. Signes de main, cris, mouvements coordonnés. Chaque succès était une leçon transmise, chaque échec un avertissement. Les armes évoluaient avec les techniques. Les lances de pierre et de bois laissèrent place à des versions plus légères et équilibrées. Vers 250 000 ans avant notre ère existaient déjà les lances de jet et les premiers propulseurs, augmentant la distance et la force du lancer. Avec le temps, le feu permit de durcir les pointes de bois, et la pierre taillée les rendit létales. La précision devint un art. Les meilleurs chasseurs étaient respectés, mais le mérite n'appartenait à personne seul. Le succès était collectif. La chasse était un acte d'union, un rituel de survie. Quand une proie tombait, le groupe entier participait au découpage. Rien n'était gaspillé. La viande était consommée ou séchée, la graisse servait de combustible ou de nourriture, les os pour outils et aiguilles, les tendons pour cordes, les peaux pour vêtements et abris. Chaque animal chassé signifiait abri, nourriture, outils et vie. L'efficacité était absolue. Cette économie de la nécessité forgea une éthique instinctive, le respect de la proie. Non par compassion, mais parce que le gaspillage était un luxe impossible. Le feu, une fois de plus, était le grand allié. Les humains l'utilisaient pour rôtir la viande, la rendre plus tendre et digestible. La cuisson libérait de l'énergie et permettait aux corps humains, avec des cerveaux de plus en plus gros, d'obtenir plus de nutriments avec moins d'efforts. Les nuits se transformaient en banquets et en espaces d'apprentissage.
Autour du feu de camp, on partageait histoire, expérience et avertissement. C'est là qu'est né le récit, l'enseignement oral, la première forme de culture. Le savoir n'était pas écrit, il se racontait. Le climat imposait des rythmes rigoureux. Pendant les hivers les plus froids, les animaux migrèrent vers le sud et les humains les suivaient. Pendant la fonte des glaces, ils retournaient au nord à la recherche de nouvelles proies. Ce mouvement constant fit des chasseurs-cueilleurs les premiers nomades de la planète. Leur maison était le monde entier. Là où il y avait de l'eau, il y avait de la vie. Là où il y avait de la vie, il y avait un chemin. Mais la chasse n'était pas toujours victorieuse. L'homme était également proie d'autres prédateurs, plus rudimentaires mais non moins dangereux. Les lions des cavernes, les hyènes géantes, les ours des cavernes et les loups préhistoriques rôdaient autour des mêmes troupeaux que les humains poursuivaient. Dans l'obscurité des forêts ou aux abords des cavernes, un simple faux pas suffisait pour qu'un chasseur devienne nourriture. La chasse était un échange de risques. Chaque victoire se payait avec du sang. La maîtrise du feu offrait un avantage décisif. Avec des torches, les humains pouvaient tenir les prédateurs à distance et réclamer les cavernes comme refuge. Les marques noires sur les parois de sites comme Chauvet, Lascaux ou Wonderwerk, bien que ce dernier soit postérieur, rappellent ces feux anciens allumés par des mains cherchant chaleur et sécurité. Là, sous la lumière tremblante des flammes, naquirent les premiers refuges symboliques de l'homme, des lieux où la peur se transformait en connaissance. La chasse moindre était également essentielle. Lapins, oiseaux, poissons et reptiles complétaient le régime alimentaire. Dans les zones côtières, les groupes humains ramassaient coquillages et crabes, développant des outils plus délicats et apprenant à attendre la basse mer. C'était une adaptation constante. Lorsque les grands animaux se faisaient rares, la créativité humaine les remplaçait. Aucune autre espèce ne montrait une telle flexibilité face à la faim. Avec le passage des millénaires, la relation entre les humains et leurs proies devint plus complexe. Ils ne se contentaient pas de les chasser, ils les étudiaient, ils connaissaient leurs routes, leurs habitudes, leurs sons. Sur les os trouvés près des feux de camp, on observe des incisions et des marques régulières, signes d'une pratique méticuleuse. La chasse avait cessé d'être instinctive, elle était déjà une forme de connaissance empirique. C'est en elle que se forgea la pensée scientifique la plus primitive. Observer, analyser, répéter, améliorer. Les chasseurs du Pléistocène ne laissaient pas de traces de conquête, mais d'adaptation. Chaque pas sur la neige, chaque lance lancée était un dialogue avec la nature. L'homme apprenait d'elle et, peu à peu, commençait à la transformer. Et à un moment donné, entre les feux et les os, quelque chose de nouveau commença à fleurir dans son esprit, une pensée invisible, une question qui ne servait ni à chasser ni à survivre, mais qui marqua le début d'une autre révolution, la spiritualité. Les premiers rituels et la vie spirituelle. Le feu n'éclairait pas seulement la nuit, il allumait aussi la pensée. Quand les premiers humains commencèrent à se réunir autour des flammes, quelque chose changea dans leur manière de comprendre le monde. Le feu n'était pas seulement chaleur ni défense, il était mystère, mouvement, pouvoir. Les ombres projetées sur les parois des cavernes semblaient prendre vie, et l'homme y reconnut quelque chose de plus grand que lui-même. Ainsi naquit la spiritualité, non comme religion, mais comme un instinct primaire de signification. Il y a 300 000 ans, la mort était une présence constante. Chaque chasse, chaque accouchement, chaque hiver pouvait être le dernier. Mais les humains du Pléistocène ne considéraient pas la mort seulement comme une fin, mais comme un passage. Dans des sites comme Kavzé et Skul, dans l'actuel Israël, les archéologues ont découvert les premières sépultures délibérées, des corps placés en position fétale, recouverts d'ocre rouge et accompagnés d'outils ou d'os. C'était le premier signe de respect envers les morts, une intuition que l'existence pouvait se poursuivre au-delà du corps. L'ocre, pigment extrait de la terre, avait une valeur symbolique, sa couleur, semblable au sang, représentait peut-être la vie ou la renaissance. En recouvrant les corps, les humains semblaient les rendre à la terre, comme si le cycle se refermait. Ces gestes, simples mais profonds, marquèrent le début de la pensée abstraite. L'homme commençait à imaginer l'invisible. Le feu prit aussi un rôle rituel. Il ne servait pas seulement à cuire la viande ou à éloigner les fauves.
Il devenait un centre de réunion, un cœur ardent qui unissait la communauté autour de lui. Les groupes racontaient des histoires, reproduisaient des sons, imitaient les animaux, se souvenaient des absents. Le feu transforma le silence en langage et l'obscurité en mémoire. Il était, d'une certaine manière, le premier autel. Les grottes devinrent des scènes de cette vie symbolique. Certaines servaient de refuge, d'autres de lieux de réunion ou d'inhumation. Les restes retrouvés montrent des traces de pigments, des outils abandonnés, des os soigneusement disposés et des marques de feu répétées. Dans ces espaces clos et résonnants, l'homme commença à projeter son esprit sur la pierre. Les peintures rupestres viendraient bien plus tard, mais leurs racines étaient ici, dans le besoin de laisser une trace, d'exprimer quelque chose que les mots ne pouvaient encore dire. La connexion avec les animaux était profonde. Les humains dépendaient d'eux pour survivre, mais les admiraient également. Dans de nombreux sites paléolithiques, on trouve des os de proie disposés en cercles ou alignés. Comme pour représenter quelque chose de sacré, c'était peut-être des offrandes ou des symboles de respect envers la vie qui les nourrissait. Le chasseur comprenait, de manière intuitive, que l'équilibre du monde dépendait de ce qu'il tuait. La musique, bien qu'invisible dans les fossiles, faisait également partie de cette nouvelle dimension spirituelle. On a trouvé des flûtes primitives en os d'oiseaux, datées de périodes ultérieures mais reflétant un développement déjà amorcé. Les premières voix humaines chantaient probablement, imitèrent les sons de la nature ou répétaient des rythmes avec des pierres et des bâtons. La musique ne servait pas à survivre, mais unissait. Elle donnait identité et appartenance. C'était une forme de communication émotionnelle avant le langage articulé complet. Les rituels de chasse étaient tout aussi essentiels. Avant de partir à la recherche de proies, les groupes effectuaient des gestes symboliques, peut-être pour demander chance ou courage. Il n'existe pas de preuves écrites, mais les similitudes entre peuples anciens de différentes régions suggèrent une origine commune, l'impulsion de contrôler l'incontrôlable par la représentation. L'idée du symbole était née, et avec elle, la pensée magique. Les saisons, les astres et les pluies commencèrent également à avoir un sens. Les chasseurs observèrent le ciel et apprenaient ses rythmes. Ils savaient quand migraient les oiseaux, quand fleurissaient les plantes, quand revenaient les pluies. De cette observation naîtrait, bien des millénaires plus tard, la notion de temps, le calendrier, et plus tard encore, les premières religions. Mais à cette époque, tout était intuition, émerveillement, émotion. L'homme se découvrait petit face à un univers immense et cherchait pour cette raison même à y appartenir. Les inhumations se multiplièrent. Certains corps apparaissent accompagnés d'ornements faits de coquillages ou de pierres percées, d'autres avec des restes de fleurs ou des pigments. Dans les grottes de Shanidar, en Irak, on a trouvé des squelettes néandertaliens entourés de pollen fossile, suggérant que même eux, nos proches parents, partageaient cette même notion de respect envers les morts. La spiritualité n'était pas exclusive à Homo sapiens, mais dans son esprit, elle acquit une profondeur différente, la capacité de penser au pourquoi des choses. Autour du feu, sous des ciels étoilés et des vents glacés, l'homme commença à concevoir des histoires. Des récits sur l'origine du monde, les animaux, la chasse et les rêves. Le récit devint héritage, transmission de savoir. Migrations humaines initiales. Le feu illuminait la nuit africaine, mais au loin, l'horizon offrait une promesse. Au-delà, il y avait terre, eau, nourriture. C'est dans cet élan que commença le voyage le plus transcendant de l'histoire humaine. Il y a environ 200 000 à 100 000 ans, les premiers Homo sapiens commencèrent à se déplacer hors d'Afrique, sans savoir qu'ils inauguraient une expansion qui transformerait la planète entière. Le climat fut le premier moteur. Le Pléistocène moyen et supérieur fut marqué par des cycles de sécheresse et d'humidité qui modifiaient le paysage africain encore et encore. Les lacs s'évaporaient, les rivières changeaient de cours et les savanes fertiles se transformaient en désert. Les troupeaux migraient, et avec eux, les humains c'était une loi naturelle. Là où allaient les animaux, l'homme suivait. Chaque groupe partait sans carte, guidé par les étoiles, les vents ou l'intuition des anciens. Les premiers pas hors du continent se firent probablement par la vallée du Nil, suivant le cours du fleuve vers le nord, jusqu'à atteindre la Méditerranée et le Levant.
D'autres groupes empruntèrent des routes orientales, longeant la mer Rouge jusqu'à la péninsule arabique. Quand son niveau était bien plus bas et les détroits presque unis par la terre, c'étaient que des chemins ouverts par le climat, des ponts naturels entre continents. Les migrations n'étaient pas un exode massif, mais une série de déplacements lents et dispersés, s'étendant sur des milliers d'années sur les côtes de l'actuel Yémen et Oman. Ces humains trouvèrent refuge, eau et faune abondante. Là, ils prospérèrent, se multipliant avant de continuer leur marche vers l'est, longeant les côtes de l'océan Indien. Leur trace peut être suivie à travers des outils lithiques et des fossiles retrouvés en Inde et en Asie du Sud-Est. Chaque génération avançait de quelques kilomètres supplémentaires, étendant le territoire humain sans le savoir. C'était la première mondialisation biologique. L'humanité commençait à se répartir sur le monde. Le niveau des océans était plus bas et de vastes étendues de terre reliaient les continents. La péninsule malaise était connectée à Sumatra, Java et Bornéo, formant la Sundaland. De là, certains groupes traversèrent vers la Nouvelle-Guinée et enfin vers l'Australie, il y a plus de 60 000 ans. Pour y parvenir, ils durent traverser des étendues de mer ouvertes, ce qui implique qu'ils construisaient déjà des radeaux rudimentaires ou savaient flotter sur des troncs liés. C'était un exploit extraordinaire, la première navigation humaine. Pendant ce temps, d'autres branches d'Homo sapiens se déplacèrent vers le nord, pénétrant au Moyen-Orient et en Asie centrale. Là, ils rencontrèrent les Néandertaliens et les Denisoviens, échangeant gènes, outils et coutumes. Ces zones de contact devinrent les portes d'entrée vers l'Europe. Dans les grottes de Grèce, de Turquie et d'Israël, des restes humains d'environ 100 000 ans ont été découverts, témoins de l'avancée lente des populations africaines. Le monde commençait à se repeupler, mais maintenant avec une seule espèce dominante. Le voyage était ardu. Les groupes affrontaient des climats extrêmes, des tempêtes de sable, des glaciers et des animaux inconnus. Beaucoup ne survécurent pas. Mais ceux qui y parvinrent transmettaient leur savoir, améliorant les stratégies à chaque génération. Ils apprirent à construire des refuges avec des os de mammouth, à conserver des aliments, à allumer le feu dans des conditions défavorables. La migration était aussi une école. Chaque pas obligeait à innover, à penser plus complexe, à se fier davantage aux groupes dans les vallées du sud de l'Asie et les plaines de Chine. Les populations humaines s'adaptèrent à de nouveaux climats, plus humides et froids. Certains groupes s'installèrent dans des régions côtières, profitant de l'abondance de poissons et de fruits de mer. D'autres pénétrèrent à l'intérieur des terres, suivant des rivières traversant forêts et montagnes. La diversité culturelle commença à se multiplier. Les langues primitives, les techniques de chasse et les styles d'outils variaient selon l'environnement. L'humanité cessait d'être un bloc uniforme. Elle se fragmentait en peuples, traditions et langues. Le voyage vers l'Europe fut plus lent. Les basses températures et la présence de glaciers retardèrent l'avancée. Mais lorsque le climat s'adoucit, les sapiens occupèrent les plaines qui sont aujourd'hui la France, l'Allemagne et la Pologne. Là, ils firent face à un monde dominé par la glace, où les animaux étaient gigantesques et l'hiver sans fin. Les outils s'adaptèrent, lames plus fines, lances plus longues, manteaux plus épais. Le cerveau humain, sans changer physiquement, avait appris à se réinventer culturellement. Plus tard, il y a environ 40 000 ans, les humains traversèrent l'extrême nord de l'Asie et, de là, le nouveau continent. Le pont de Béringie, reliant la Sibérie à l'Alaska, était couvert de prairies parcourues par des troupeaux de bisons et de mammouths. Les petits groupes humains les suivirent, traversant le détroit, sans savoir qu'ils entraient dans un territoire jamais foulé par un être humain, l'Amérique. De là, ils descendirent sur des milliers de kilomètres, s'adaptant à des jungles, montagnes, déserts et côtes, jusqu'à atteindre l'extrême sud du continent. La planète, pour la première fois, était entièrement habitée. Les migrations façonnèrent non seulement la géographie humaine, mais aussi la biologie. Les populations s'adaptèrent à de nouveaux environnements, peau plus claire dans les régions moins ensoleillées, corps plus compact dans le froid, poumons plus larges en altitude. L'évolution continua à agir, désormais poussée par la dispersion. La diversité de l'homme moderne naquit du voyage, de ce mouvement perpétuel qui le mena à chaque recoin du monde. Prédateurs et menaces naturelles. Le monde que les premiers humains trouvèrent hors d'Afrique n'était pas un lieu fait pour eux. Dans chaque nouveau territoire,
La Terre était gouvernée par des bêtes colossales et des forces naturelles qui défiaient toute tentative de domination. L'intelligence humaine grandissait, certes, mais elle était encore jeune face au pouvoir ancien de la nature. Sur cette planète glacée et sauvage, l'homme restait un animal parmi d'autres. Vulnérable face aux véritables maîtres du Pléistocène, les nuits étaient le royaume de la peur. Dans les steppes et forêts d'Eurasie rugissaient les lions des cavernes, plus grands que les lions africains actuels, capables d'abattre des bisons et de poursuivre les chasseurs en groupe. Dans les grottes profondes, les ours des cavernes dormaient pendant des mois, et toute rencontre avec eux signifiait une mort certaine. Dans les plaines du Nord, les hyènes géantes rivalisaient avec les humains pour les proies. Leurs mâchoires étaient si puissantes qu'elles pouvaient briser les os que l'homme laissait derrière lui. En Afrique, les lions primitifs et les léopards restaient la principale menace pour les chasseurs nocturnes. Les prédateurs étaient aussi anciens que la peur. L'évolution les avait perfectionnés pendant des millions d'années. Vision nocturne, vitesse, griffes, crocs. L'homme, en revanche, n'avait que la raison et le feu. Il ne pouvait courir plus vite ni lutter corps à corps avec ses bêtes. Sa défense était l'ingéniosité, apprendre leurs habitudes, anticiper leurs attaques, protéger les refuges et allumer des feux. Dans les nuits les plus sombres, le feu n'éclairait pas seulement, il délimitait un territoire. À l'intérieur de son cercle, l'homme était souverain. À l'extérieur, il redevenait proie. Le climat était également un ennemi implacable. Les températures pouvaient descendre en dessous de 40 degrés sous zéro dans les zones glaciaires. Le vent coupait comme des lames, la neige recouvrait les chemins, et les tempêtes effaçaient traces et refuges en quelques minutes. Les humains vivant au nord apprirent à fabriquer des manteaux en peau cousue et à construire des tentes avec des os et des peaux de mammouth. Au sud, le problème était inverse. Chaleur écrasante, sécheresse et manque d'eau. Aux deux extrémités du monde, la Terre imposait ses conditions sans pitié. Dans les forêts tropicales, les menaces étaient invisibles. Les serpents géants, comme le python sébae africain ou le matsoya australien, pouvaient surprendre les humains pendant leur sommeil. Les crocodiles guettaient dans les rivières. Les insectes transmettaient des maladies, et les pluies torrentielles pouvaient ravager un campement en quelques heures. Chaque biome apportait une nouvelle épreuve, et survivre nécessitait adaptation, observation et mémoire. L'intelligence se forgeait dans le danger. Les catastrophes naturelles marquaient également l'existence. Les volcans actifs étaient nombreux et leurs éruptions pouvaient dévaster des régions entières. Il y a environ 74 000 ans, l'explosion du supervolcan Toba, dans l'actuelle Indonésie, couvrit le ciel de cendres et réduisit drastiquement la température globale. On croit que cet événement provoqua un hiver volcanique qui dura plusieurs années, décimant les populations humaines et animales. Ce fut une catastrophe à l'échelle planétaire qui mit à l'épreuve la résistance de l'Homo sapiens. Seuls les groupes les mieux organisés, capables de partager ressources et connaissances, survécurent. En Europe et en Asie, les glaciers se déplaçaient comme des montagnes vivantes. Leur avancée détruisait les forêts, détournait les rivières et obligeait les créatures à migrer. Dans certaines régions, les humains se retrouvèrent piégés entre la glace et la mer. Les grottes furent leurs refuges les plus sûrs. Là, ils stockèrent la nourriture, entretenaient le feu et observaient le lent passage des hivers. Dans cette solitude blanche, l'humanité apprit à résister non seulement avec le corps, mais aussi avec l'esprit, espoir, patience, mémoire. Les mers étaient également traîtresses. Bien que plus basses qu'aujourd'hui, leurs courants étaient violents et leurs marées imprévisibles. Les humains vivant près des côtes apprirent à respecter les vagues. Certains naufrages primitifs, documentés par des restes fossiles et des outils retrouvés sous des sédiments marins, suggèrent que de nombreux groupes disparurent en tentant de traverser des détroits ou de chercher de nouvelles terres. Pourtant, l'élan d'avancée ne s'arrêta jamais. C'était comme si quelque chose d'intérieur, plus fort que la peur, les poussait vers l'inconnu. Les maladies représentaient une autre menace silencieuse. Sans médecine ni compréhension biologique, toute blessure pouvait être mortelle. Les infections, les morsures d'animaux ou les parasites étaient des ennemis invisibles. Mais même là, l'homme apprit à s'adapter. Il découvrit des plantes aux propriétés curatives, utilisa la fumée du feu comme désinfectant et développa une connaissance empirique du corps. L'expérience se transmettait comme une loi.
ne bois pas dans les eaux stagnantes, ne dors pas là où les animaux meurent, ne mange pas de viande sans feu. La planète, bien que hostile, enseignait aussi. Chaque danger obligeait à acquérir une nouvelle compétence, à améliorer un outil ou à renforcer la coopération. La survie dépendait autant de l'ingéniosité individuelle que de la solidarité. La peur ne paralysait pas, elle organisait. Les communautés qui apprirent à partager nourriture et protection prospérèrent, tandis que celles qui ne le firent pas disparurent dans le froid et la faim. Ainsi, la sélection naturelle ne récompensait pas la force, mais l'intelligence collective. Au fil des millénaires, les humains maîtrisèrent le feu, les refuges et les routes de chasse, mais la Terre continuait d'imposer ses règles. Un changement climatique pouvait effacer des générations entières. Une éruption, une inondation ou une épidémie suffisait à forcer de nouvelles migrations. L'homme n'était pas encore maître de la planète, il survivait à peine aux marges de son pouvoir. Paysage perdu, à quoi ressemblait la Terre? Pendant cette époque, la Terre était un immense et changeant décor, une planète qui respirait entre glaciation et fonte. Sa beauté n'avait rien à voir avec le monde actuel. Elle était plus sauvage, plus vaste, plus pure. Des glaces éternelles du nord aux forêts équatoriales, les paysages semblèrent sculptés par des forces élémentaires. La planète était vivante dans sa forme la plus primitive, un équilibre entre glace et feu, vie et extinction. Au nord, le monde glacé dominait l'horizon. Les collines et vallées de ce qui est aujourd'hui le Canada, la Scandinavie et la Sibérie étaient recouvertes par une mer blanche de glace qui s'étendait à perte de vue. L'air était pur et sec, les glaciers brillaient sous le soleil comme d'immenses miroirs. La nuit, les aurores boréales dansaient dans le ciel avec des teintes vertes et violettes se reflétant sur la neige. Le silence était absolu, rompu seulement par le craquement de la glace qui se déplaçait lentement, sculptant montagnes et abîmes. C'était un paysage sublime, mais mortel. Au sud, la glace laissait place aux toundras et steppes, où les vents modelaient le sol et les plantes s'accrochaient à la vie. Les herbes aux tons gris et dorés s'étendaient sur des milliers de kilomètres, ondulant comme une mer solide. Sur ces plaines, les troupeaux de mammouths, bisons et rhinocéros laineux se déplaçaient comme des vagues vivantes, laissant derrière eux des traces que le vent effaçait en quelques heures. Le ciel était immense, sans pollution ni frontières, et les journées d'été s'étiraient pendant des heures infinies. En Europe, la végétation formait des mosaïques de forêts de conifères et de prairies ouvertes, entrecoupées de lacs et de marais. Au printemps, les arbres fleurissaient brièvement avant le retour du froid. Les rivières traversaient le continent, alimentées par la fonte des glaces. Certaines d'entre elles deviendraient, des siècles plus tard, de grands cours d'eau qui définiraient la civilisation. À cette époque, elles étaient des artères sauvages, pleines de poissons et entourées de vie en Afrique. Le contraste était total. Le continent formait un mosaïque de savanes, de forêts et de déserts verts. Là où s'étend aujourd'hui le Sahara, coulaient alors des rivières et poussaient des prairies, dans les lacs Tchad et Victoria, abondance d'hippopotames et de crocodiles, tandis que girafes, éléphants et lions parcouraient les plaines infinies. Les pluies saisonnières transformaient le paysage, le couvrant de fleurs et de hautes herbes. Sous ce ciel ardent, l'homme était né et commençait à dominer son environnement. C'était le continent mère, le jardin primordial de l'espèce. En Asie, le panorama était divers et grandiose. L'Himalaya, récemment sculpté par les forces tectoniques, s'élevait comme un mur blanc dominant le continent. Ces neiges éternelles alimentaient de gigantesques rivières, l'Indus, le Gange, le Yangtze. Au nord, la Sibérie était un océan de froid. Au sud, les forêts du sud-est asiatique débordèrent de vie. Tigres, éléphants, rhinocéros et oiseaux tropicaux partagèrent le territoire avec les premiers groupes humains côtoyant les côtes de l'océan Indien. Dans les terres qui forment aujourd'hui la Chine et la Mongolie se succédaient déserts et prairies, habités par des chevaux sauvages et des antilopes préhistoriques. L'Australie était une terre de contraste. Au nord, les forêts d'eucalyptus se mêlaient à des marais chauds. Au centre, le désert rouge s'étendait comme une plaie ouverte sous le soleil. Là, des créatures uniques dominaient le paysage, marsupiaux géants, oiseaux incapables de voler, reptiles colossaux. Aucun autre continent n'avait ce mélange d'étrangeté et d'isolement. C'était un monde à part, éloigné de la glace et du reste de la planète.
En Amérique, la nature était monumentale. Au nord, les grandes prairies étaient couvertes d'herbes dures, où vaguaient mastodontes, chameaux, chevaux sauvages et loups géants. Plus au sud, les forêts humides s'étendaient jusqu'à l'Amazone, un océan vert encore plus vaste qu'aujourd'hui. Les montagnes andines s'élevaient avec violence et les glaciers descendaient jusqu'aux vallées. En Patagonie, le vent balayait les champs ouverts où paissaient Glyptodon et Mégatherium. Le continent américain était alors une terre vierge de proportions mythiques. Les océans étaient différents, plus froids, plus bas, avec des côtes étendues de centaines de kilomètres au-delà de celles actuelles. Sur les plateformes continentales émergées, la mer laissait apparaître vallées, dunes et forêts submergées. Dans les eaux nageaient requins géants, poissons préhistoriques et baleines, suivant encore des routes différentes de celles d'aujourd'hui. Les marées sentaient le sel et la vie. Vue du ciel, la terre devait paraître plus rugueuse, plus sauvage, une sphère de glace, de poussière et de végétation en perpétuel mouvement. Aux confins de ce monde, les humains observaient tout avec fascination. Pour eux, la nature n'était pas un paysage, mais une présence vivante. Chaque montagne avait une voix, chaque tempête, un but. Le vent soufflant sur les prairies portait l'écho des glaciers, le rugissement des animaux et le murmure du feu. La planète entière semblait parler un langage ancien que l'homme commençait à peine à comprendre. L'héritage évolutif de cette époque en nous. La glace se retira, les vallées fleurirent, et la planète commença lentement à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais les échos de ce monde lointain ne s'éteignirent pas. Ils demeurent en nous. Chaque cellule, chaque réflexe, chaque instinct est une empreinte fossile de cette époque où l'homme luttait contre le froid, l'obscurité et la peur. L'histoire de la Terre. Il y a 300 000 ans ne s'est pas terminée. Elle a simplement changé de décor. Le corps humain est un archive du Pléistocène. Notre peau, nos os et nos sens sont façonnés par la nécessité de survivre dans un environnement hostile. Le poil corporel, bien que réduit, est le vestige d'un manteau biologique protégeant du froid. La sueur, notre façon la plus efficace de refroidir le corps, est née dans les savanes africaines, où la chaleur et la chasse prolongée exigeaient endurance. Les muscles des jambes, la forme des pieds, l'équilibre dressé, tout fut perfectionné par des milliers de générations ayant marché et couru derrière les troupeaux, traversant déserts, glaciers et montagnes. Même nos peurs ont des racines anciennes. La crainte de l'obscurité, des prédateurs, des tempêtes, est l'héritage d'un esprit ayant appris à survivre en anticipant le danger. L'anxiété face à l'inconnu fut, pendant des millénaires, un outil de survie. Le cerveau humain, forgé entre vigilance et émerveillement, devint l'organe le plus puissant de l'évolution. Dans ses plis, vibrent encore les réflexes du chasseur, de l'observateur caché entre les arbres, calculant chaque mouvement avant d'agir. Nos sens sont également enfants de ce temps, la vision adaptée à l'aube et au crépuscule. Lorsque les animaux sortèrent pour chasser, l'ouïe sensible au son grave du vent ou d'un rugissement lointain, l'odorat capable de détecter la fumée ou la viande en décomposition. La sélection naturelle a affiné ses sens non pour le confort, mais pour la survie. En eux se cache l'histoire de la peur, de la stratégie et de la vie au bord du danger. Mais l'héritage le plus profond ne se trouve pas dans le corps, mais dans l'esprit. La pensée symbolique, la coopération, le langage, le feu, tous les outils invisibles ayant rendu possible la civilisation sont nés à cette époque. Nos ancêtres ont découvert que le monde pouvait être compris, que les choses avaient cause et effet, que la nature pouvait être imitée ou modifiée. De la pierre taillée est née l'idée de construire. Du feu, la notion de contrôle, de l'enterrement, la conscience de l'âme. La pensée abstraite fut l'étincelle qui a allumé le futur. Nous avons également hérité de la structure sociale qui a permis de résister. Les groupes humains du Pléistocène ont appris à se protéger, à partager et à transmettre le savoir. C'est dans cette coopération que naquit la morale, le sens de la communauté, l'empathie. Sans ces alliances, l'humanité aurait disparu. L'instinct de protéger le faible ou le malade, si caractéristique de notre espèce, trouve son origine dans ces feux de camp où chaque vie comptait. La solidarité n'était pas une invention morale ultérieure, elle était une nécessité biologique. Au niveau génétique, nous portons des fragments d'autres humanités.
Dans nos cellules vit la mémoire des Néandertaliens et des Denisoviens, de petits héritages ayant renforcé notre système immunitaire et adapté nos corps à de nouveaux climats et altitudes. Nous sommes littéralement le résultat d'une fusion d'espèces sœurs. L'Homo sapiens n'a pas été la fin de l'évolution humaine, mais sa synthèse. L'environnement a également laissé sa marque sur notre comportement. La nécessité de planifier la chasse a généré la capacité de penser à long terme. La rareté a enseigné la valeur de l'accumulation et de la prudence. L'observation du ciel a donné naissance à la curiosité scientifique. Chaque trait de notre culture, que ce soit la science, l'art ou la religion, trouve sa racine dans ce passé lointain, lorsque regarder le feu ou les étoiles était un acte de survie. Aujourd'hui, la Terre est un lieu transformé. Les glaciers reculent, les déserts avancent, et l'homme domine la planète avec une intelligence qui fut jadis sa seule défense. Mais même si les villes ont remplacé les grottes et le bruit levant, nous restons des créatures du Pléistocène. Nos corps sont anciens, conçus pour courir, chasser, craindre et s'émerveiller. Notre ADN garde l'histoire d'un monde qui n'existe plus, mais qui vit encore en nous. Parfois, dans une nuit sans lumière, quand le feu brûle et que le silence revient, quelque chose en nous se souvient. Une ombre dans la forêt, un tonnerre au loin, une étoile filante, des signaux qui réveillent à la mémoire la plus ancienne. Car sous la peau moderne, nous sommes encore les mêmes êtres qui un jour ont regardé le ciel glacé et rêvé de survivre jusqu'au prochain matin.